Bah t'es tout le temps enrhumé toi. Ta gueule. Même en été t'es enrhumé. Va chier. Bonjour. C'est moi Orson Welles. J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute. Salut, c'est Nos Ciné, votre rendez-vous hebdo avec le cinéma qui aujourd'hui a sorti du grenier son vieux projo et ses bobines pour cavaler derrière les 8 salopards, The Hateful Eight en VO, le dernier film de Quentin Tarantino, le bouillonnant réalisateur auquel sera également consacré, comme on est paradin chez Nos Ciné, la seconde partie de cette émission. Autour de moi ici, autant que pour en parler, 3 pistoleros comme on n'en fait plus. Je vous laisse deviner qui est le bon, qui est la brute et qui est le truand. Julien Dupuis, salut Julien. Bonjour. David Honora, salut David. Salut. Et Stéphane Moïsaki, salut Stéphane. Salut Thomas. C'est toi la brute, je le dis comme ça. Allez, c'est Nos Ciné, épisode 34 et c'est parti. Monde de merde. Pourquoi il a dit ça? C'est ce que je veux savoir. C'était totalement gratuit. The Hateful Eight, les 8 salopards, c'est le 8e film officiellement, alors ça dépend de comment on compte Kill Bill, de Quentin Tarantino qui poursuit sa grande entreprise de revisitation des grands genres du cinéma en s'attaquant en partie au moins au western pur et dur, un genre qu'il a déjà effleuré par le passé mais rarement à ce point-là, quitte à mon sens à verser presque dans l'autoparodie. Il fait tout ça en bonne compagnie comme toujours avec un ensemble cast de malades, Kurt Russell, Jennifer Jason Leigh, Michael Madsen, Tim Roth et le toujours fidèle Samuel L. Jackson. They call him the hangman. When the handbill says dead or alive, the rest of us just shoot you in the back, come up on top of perch somewhere and bring you in dead over a saddle. But when John Roof, the hangman, catches you... Nos 3 amis autour de la table ont vu The Hateful Eight. Qu'en ont-ils pensé, David ? Ce que j'en ai pensé, alors moi, depuis quelques années, j'entends Quentin Tarantino parler de la mort du cinéma et du fait que la projection numérique avait un peu enterré le cinéma tel qu'il l'aime et tel qu'il l'a connu. Et j'avais toujours du mal à comprendre exactement ce que ça signifiait, quelle différence ça fait vraiment de voir les films en numérique à partir du moment où on est sur un grand écran dans une grande salle et que les réalisateurs ont fait l'effort de faire de la mise en scène et de privilégier l'image et la narration visuelle. Et puis, en fait, avec ce film, j'ai commencé à comprendre. Et vraiment, à comprendre ce qu'il voulait dire. À comprendre ce qu'il voulait dire, en fait, à voir quelque part ce qu'on avait perdu. Et est-ce que l'espace de 3 heures, si on a la chance, et alors le problème en France, c'est que c'est pas facile pour le trouver, il est pour le moment seulement au Gaumont-Marignan à Paris, 70 mm, en 70 mm. Avec l'entracte, Ultra, Panavision, tout ça, le format roadshow voulu, idéal par Tarantino. Et c'est comme ça que j'ai pu le découvrir en projection presse avec mes camarades. Et c'est pour moi un plaisir extraordinaire. On a presque l'impression de retourner au cinéma pour la première fois. Enfin, c'est un sentiment vraiment que j'ai eu. Je trouve que notamment l'entracte apporte quelque chose. Elle est extrêmement bien placée dans le récit du film. Il y a un côté un petit peu bizarre. Je me suis surpris au moment où les lumières se rallument dans l'entracte à souffler dans mes mains comme si j'avais vraiment ressenti le blizzard et le froid du début du film. Et voilà, c'est un plaisir, une redécouverte. Et je commence à croire, comme le dit Tarantino depuis des années, qu'effectivement on a un petit peu perdu quelque chose. Julien. Alors moi, en préambule, il faut quand même que je dise, c'est pas un faux fuyant, mais j'ai jamais été sensible au cinéma de Tarantino. Ouais. C'est un réalisateur qui m'a toujours royalement ennuyé et qui m'a en même temps toujours fasciné parce que je trouve qu'il y a une dichotomie entre le projet de ses films et ce que sont ses films. Et le projet, il est toujours fabuleux. On ne peut pas aimer le cinéma et ne pas aimer les projets qu'il y a derrière Tarantino, qui souvent dépoussièrent des genres qui sont un peu délaissés, qu'il s'agisse du film de commando de guerre à la blaxploitation, au film de kung-fu, etc. quoi. Et là, en l'occurrence, au western, même si c'est plus un film d'horreur qu'un western, je pense qu'on y reviendra plus tard. C'est les deux à la fois. Le souci, c'est que moi, ce qui me donne envie d'aller en salle, malgré le fait que j'ai été déçu à multiples reprises par ce cinéaste, je le retrouve pas en fait dans le film. Et c'est pas payant. Et je pense que c'est pas payant pour moi, de mon point de vue, c'est parce que c'est pas vraiment un réalisateur de genre, Tarantino. C'est vraiment un auteur. Et c'est quelqu'un qui écrase le genre quand il l'investit.
Il y a 2 exemples très concrets que je peux citer en l'occurrence pour les 8 salopards où moi j'ai une vraie déception par rapport à ce que j'espérais du film. C'est tout d'abord l'utilisation du 70 mm pour un western, c'est génial. Je veux dire, le western, c'est un genre qui est avant tout visuel, qui se construit dans l'action, dans le visuel, avec des lignes en général de fuite très très épurées. En général, c'est très peu verbeux. Les héros de western sont des personnages qui parlent très très peu. Et c'est aussi du cinéma d'extérieur. Et évidemment, quand on a vu la bande-annonce des 8 salopards et le film est à l'image de cette bande-annonce-là, on comprend que c'est pas le cas. Et moi, personnellement, je trouve que le 70 mm, alors je mets à l'écart le procédé, c'est-à-dire l'ouverture, l'entracte et tout, qui sont, ça c'est vrai, c'est imparable, c'est un vrai plaisir pour le coup. Mais le film en lui-même, ça, je trouve que c'est pas payant. Et c'est d'autant moins payant que la photo de Robert Richardson, qui est quelqu'un que j'adore depuis JFK, d'Oliver Stone, qui a fait aussi, par exemple, Casino de Martin Scorsese, je la trouve un peu d'ailleurs à l'image de Tarantino dans le film, je la trouve un peu stérile. C'est-à-dire que j'ai l'impression de voir la même chose que ce qu'il faisait au début des années 90, toujours, et en plus dans des scènes en général d'intérieur. Donc je suis quand même quelqu'un, je pense, qui est assez sensible à la qualité d'image et aux façons de projeter et tout. Pour moi, ça, c'est pas payant. L'autre exemple, et pour moi l'autre grand rendez-vous manqué du film, c'est l'utilisation de la musique de Ennio Morricone. C'est-à-dire que quand quelqu'un comme Tarantino, qui dans ses bandes sonores fonctionne avec des espèces de pot-pourri en se réappropriant d'autres morceaux, décide pour le coup de choisir une musique originale, et en plus de pas n'importe qui est peut-être le compositeur emblématique du western, moi je m'attends à ce que ce soit sensible dans le film. Et moi je trouve que c'est pas sensible, déjà parce que il utilise la musique comme un pur moyen et jamais comme une fin, c'est-à-dire qu'on n'a pas du tout, moi j'ai pas ressenti à aucun moment cette espèce d'instant opératique où le temps et l'action sont suspendus comme on pouvait l'avoir d'ailleurs chez Léon. Et en plus, la composition originale de Morricone est truffée de son système de pot-pourri. Ça, je ne m'attendais pas à ça. Et pour moi, ça brise aussi ce procédé-là et la cohérence du film. Et notamment, ultime affront pour moi sur ce procédé-là, la musique de Morricone est entrecoupée d'autres morceaux de musique de Morricone créés pour The Thing de John Carpenter. Donc, d'ailleurs, je crois qu'il y a des morceaux qui n'avaient pas été utilisés dans le film de John Carpenter. Mais du coup, pour moi, ça, c'est en gros mes déceptions. Donc je me suis ennuyé ferme. Il y a aussi des extraits de la BO de L'Exorciste 2, je crois, c'est possible, des extraits de Morricone. Stéphane. Moi, je trouve ça formidable. D'accord, merci Stéphane. Comme de manière générale avec Tarantino, le seul que j'aime pas trop en général, c'est Inglourious Basterds, mais on en reparlera plus tard. Ce qui est formidable, je trouve, avec Tarantino, et c'est encore le cas là, c'est que c'est un auteur, comme le dit Julien, donc on sait à quoi s'attendre. C'est-à-dire quand dire Tarantino c'est du cinéma bavard, tu le sais, ça fait 25 ans maintenant, c'est comme ça. Donc quelque part, quand tu rentres dans la salle, tu le sais. Mais en même temps, c'est du cinéma, en fait il y a toujours une proposition complètement nouvelle, c'est-à-dire tu sais pas du tout où tu vas mettre les pieds. Tarantino, pour moi c'est un théoricien du cinéma, c'est un mec qui est un cinéphile et qui utilise cette cinéphilie pour se dire tiens, et si par exemple moi j'aime Godzilla, et si Godzilla c'était ça. Et en fait il part dans des trips. Et son idée, en fait, c'est de faire des films comme ça, c'est-à-dire d'un moment donné, de comment il va plier toutes ces théories de cinéma et se dire, ça serait bien de partir d'un western et faire, comme l'a dit Julien, un film d'horreur. C'est à la fois complètement inattendu quand tu vois le film, mais en même temps, c'est justement là où le score de Thing est utilisé, tout ça, etc. Pour moi, c'est une thématique qui spécifie ça. J'aimerais même un peu plus loin, c'est un film d'horreur, c'est un film de body snatchers. À la base, les 8 salopards, c'est 8 personnes qui se retrouvent dans une cabane et Kurt Russell qui convoie le personnage de Jennifer Jason Leigh en fait a compris que ce n'est pas un hasard si ces 6 autres salopards sont là et qu'il y en a forcément qui travaillent avec elle pour la sortir de là. Ça devient une espèce de murder mystery à la Deep Teenager en fait, à la Agatha Christie, parce que c'est très littéraire comme souvent chez Tarantino. Et il part de cette logique-là en fait pour faire un vrai film de body snatcher sans l'aspect fantastique du film. C'est-à-dire c'est vraiment un film où il se pose les questions de qui fonctionne avec elle, comment, et qui ne joue pas franc jeu. Et la plupart des personnages jouent pas franc jeu. C'est un film qui s'appelle quand même Les 8 salopards, Hateful Eight, quoi. Donc voilà. Moi je trouve que le procédé du 70 mm fonctionne très bien dans le film parce que j'ai l'impression que c'est un peu comme ce que Cameron n'arrête pas de dire avec la 3D, c'est-à-dire il aimerait faire un drame
en 3D pour démontrer le vrai fonctionnement de la 3D. Là, le 70 mm en huis clos, parce que pour moi, le huis clos, c'est un genre cinématographique, vraiment. Tu t'enfermes aux parois de la maison, quoi. C'est de la mise en scène, tu la joues avec ça. C'est toute une question de placement de personnages, de combien de mecs tu vas mettre dans le cadre, etc. Et je trouve que ça fonctionne super bien. C'est pas, je veux dire, il faudrait revoir le film, je pense, pour vraiment se poser les questions. Parce que tu prends le film en pleine gueule et tu le prends de manière surprenante. Hein. C'est très gore, c'est très violent. Et je pense que en fait, tout ça est extrêmement pensé. Après, on peut, poser la question de l'intérêt principal. Moi, je suis un peu d'accord. Enfin, moi, le discours que Tarantino tient, je le tiens pas pour des cinéastes, en fait, comme Tarantino ou comme... Que Julien tient, tu veux dire. Non, le discours que tient Tarantino quand il dit que le cinéma est mort à cause à cause du numérique. Ce que disait David au début de l'émission. Moi, je suis relativement d'accord avec Tarantino parce qu'en fait, j'estime que l'outil en soi permet aux cinéastes un peu feignants de se laisser aller à avoir plus ou moins la même esthétique depuis 10 ans qu'une série télé ou que n'importe quel truc sur YouTube, etc. Enfin, en gros, l'esthétique 5D. Hein. Le truc, c'est que là, c'est là où je suis d'accord avec Tarantino. Mais ça s'applique pas aux cinéastes qui se tentent des trucs, quoi, tout simplement, y compris avec le numérique. Donc en fait, c'est encore une fois la question de l'outil. Et la question de l'outil, elle se pose aussi avec le 70 mm en l'occurrence. Et moi, je trouve que oui, c'est effectivement un plaisir. Tout l'aspect roadshow dont on parle, c'est un truc de fétichiste. Hein, c'est comme Grindhouse. Hein. Moi, c'est sympa. C'est pas primordial, à part effectivement l'entracte, qui coupe clairement le genre, en fait, le genre du film. Voilà. Donc moi, je trouve ça assez réussi. C'est le film le plus radical, je trouve, de Tarantino. Le moins touchant, émouvant, c'est-à-dire il y a une vraie façon d'aborder les personnages. Encore une fois, ça s'appelle les 8 salopards, donc quelque part c'est pas inattendu, c'est cohérent, mais voilà, il y a quand même quelques passages thématiques. C'est vrai que on reproche à Tarantino de faire des digressions, mais c'était déjà, en fait, quand tu regardes Reservoir Dogs, même si c'est très contenu sur 1h30, t'as quand même déjà ça en fait dans le film, avec les mecs qui parlent des pourboires qu'on veut pas donner, de Madonna ou tous ces trucs là, mais en même temps finalement qui ont une cohérence sur la façon de présenter les personnages. Il y a tout un passage sur la lettre de Lincoln que je trouve formidable en fait, parce que c'est au cœur de la thématique du film de dire voilà qui ment. Et même un personnage comme le personnage de Samuel Jackson qui est extrêmement sympathique depuis le début du film mais qui l'est pas forcément au final, c'est ce moment où ça vrille et on se dit ah bon, et il est quand même capable d'utiliser ça et pour se valoriser. T'as plein de scènes comme ça en fait. T'as plein de moments où il te retourne les personnages. Moi, j'aimerais juste faire un petit truc sur le personnage de Jennifer Jason Leigh, que je trouve un personnage féminin formidable. Quoi. C'était du jamais vu. Ça fait plaisir de voir Jennifer Jason Leigh dans ce rôle. Déjà, elle est superbe. C'est à la fois un personnage de salope absolue, quoi. C'est le mal incarné, et en même temps elle est extrêmement attachante parce qu'elle s'en prend plein la gueule pendant tout le film, donc tu comprends aussi ce qu'elle a vécu, quoi. Elle a une scène musicale extraordinaire, incroyable, voilà. Et c'est là où moi le plaisir je le prends, c'est-à-dire dans l'écriture aussi du film, c'est l'aspect totalement truculent de voir tous ces acteurs, je veux dire Michael Madsen qui est quand même, je veux dire, il y a que chez Tarantino que tu le retrouves à chaque fois. Kurt Russell il est impérial dans le film, Samuel Jackson comme d'hab, comme d'hab chez Tarantino parce que ces dernières années il a quand même cache de nez aussi, quoi. Donc tous ces plaisirs là moi je les retrouve et j'ai envie de dire mais c'est vrai que comme je suis fan de Tarantino à la base, je prends mon plaisir là où il est. C'est pas pour moi le plus grand aboutissement de Tarantino, ça a toujours été Kill Bill. Je sais pas s'il fera mieux un jour, j'espère, mais voilà. Mais en attendant, je suis époustouflé par à la fois la proposition et je trouve qu'il est tenu jusqu'au bout, quoi. Julien, tu voulais rajouter quelque chose? Non, juste peut-être un petit truc, parce que ce qui est assez marrant, c'est que Stéphane a pris beaucoup de plaisir au film, moi pas du tout, ou très peu. Mais je suis quand même relativement d'accord avec lui, mais je pense qu'il y a un point d'ancrage, et c'est peut-être là que nos visions divergent. C'est-à-dire que moi, là, en l'occurrence, dans Les 8 salopards, je n'ai pas d'implication en fait, émotionnelle dans le film. Ouais. C'est-à-dire que les personnages sont en soi, justement, comme le titre l'indique et comme Stéphane l'a rappelé, tellement détestables que j'ai pas d'empathie et je m'implique pas en fait. Et je trouve que même la démarche de Tarantino est extrêmement théorique et qu'au bout d'un moment, moi, ce que j'aime dans le cinéma de genre, c'est d'avoir une implication extrêmement viscérale. Et que là, je ne l'ai pas, ou alors je l'ai, mais de façon extrêmement, gadget, et notamment dans la catharsis finale, dont on va peut-être pas parler plus que ça, mais voilà, c'est vrai que le final est extrêmement gore et violent. Moi, je l'ai pris juste comme un procédé de narration. La dernière heure et demie. Hein. Ouais, comme un procédé qui était
un peu un gimmick quoi en fait, pas déplaisant en soi parce que j'aime bien le gore, mais en tout cas pas du tout satisfaisant d'un point de vue émotionnel, tout simplement parce que je n'avais pas d'implication émotionnelle pendant le film quoi. David. Il y a un concept dont j'ai entendu parler Tarantino à partir de Jackie Brown, qui est ce qu'il appelle le hangout movies. Et le meilleur exemple qu'il a pour désigner ça, c'est Rio Bravo. Et en fait, ça désigne les films dans lesquels les personnages passent du temps ensemble, mais en fait sont si bien développés que le spectateur finit par retourner vers le film pour passer du temps avec ces gens-là. D'accord. Et en fait, c'est un type de film qui fait. Il y a un autre exemple, c'est que Tarantino aime beaucoup, c'est Dazed and Confused de Richard Linklater. C'est des films avec lesquels on passe du temps comme si on passait du temps avec des potes. Et ce qui est très particulier avec les 8 salopards, c'est que c'est construit comme un hangout movie au sens où l'entend Tarantino, mais avec des connards. Et du coup, il y a un truc un peu particulier, c'est qu'il faut se dire qu'on va aimer passer du temps avec des vrais salauds. Et pour moi, ça fonctionne dès la première vision, mais j'ai très très envie de le revoir, même aussi grâce à la construction du film. Dès la fin, en fait, on a envie de revoir pour essayer de trouver ce qu'on n'avait pas vu en ne connaissant pas tous les. C'est ça le truc. Pardon. C'est que le film propose des indices dans la première heure, déjà. Oui, voilà, il y a des indices, donc des trucs qu'on a envie de revoir. Et aussi un des intérêts de cette démarche, Tarantino raconte ça dans sa relation avec Harvey Weinstein. Il raconte qu'en fait les exécutifs à Hollywood, les producteurs, ont ce problème qu'ils doivent se taper des dizaines de fois les films qu'ils représentent, avec les projections tests, les avant-premières diverses, etc. Et qu'il y a un truc qui fait que Harvey Weinstein a une relation unique et adore Tarantino, c'est que les films de Tarantino, plus Harvey Weinstein les voit, plus il les aime. Et donc il se dit, avec ce type, au moins, je vais me taper 15 fois son film, mais à la 15e fois, je l'aimerais 15 fois plus que la première. Moi, j'ai complètement ce rapport avec quasiment tous les films de Tarantino. J'espère l'avoir avec Les 8 salopards, que j'ai vu qu'une fois, que j'ai très envie de revoir. Et voilà. Et alors, je voulais juste répondre sur deux petits points qui ont été évoqués. D'abord, sur effectivement l'utilisation d'un format extra large pour le huis clos. Je trouve que ça apporte quelque chose d'intéressant dans la manière de renforcer la paranoïa. C'est un film qui est construit sur la paranoïa, un peu comme The Thing, on n'en a pas parlé, mais qui, au-delà de la musique. C'est le genre même Body Snatcher, c'est un genre paranoïaque. Exactement, on va suspecter tout le monde, et la largeur du cadre fait que presque le spectateur ne peut pas avoir un œil sur tout le monde. Et effectivement, il se passe pas mal de choses au second plan qu'on ne peut pas forcément bien prendre en compte, en tout cas à la première vision, et qui est notamment permis par la largeur du cadre dans un environnement fermé. Et l'autre aspect, donc c'est justement le lien avec The Thing. Je suis tout à fait d'accord avec ce que disait Stéphane sur l'aspect un peu théorique et cinéphile des films de Tarantino. Et on a là une relecture de The Thing. Il y a plein de liens, donc on a parlé de la musique, évidemment la présence de Kurt Russell, l'environnement froid, le bizarre, etc. Froid, ouais. Et cette manière en fait de déporter la thématique paranoïaque de The Thing, qui porte le mal et comment finalement s'en sortir, je trouve détourné dans le western donne un truc hyper intéressant en seconde lecture, au-delà du plaisir immédiat. C'est un film politique aussi. Mais ça, c'est un rendez-vous manqué pour moi, ça aussi. Peut-être. Le truc, c'est que moi, je pense que le truc, c'est que tu le vois en avance parce que le film est tellement dans le genre, quoi, que voilà. Mais c'est quand même un film politique. C'est quand même un film qui parle du Nord et du Sud et de tous les problèmes actuels, etc. Donc voilà, quoi. Ouais. Et continuez les amis. Non mais je sais pas, apparemment. On a explosé les timings, donc on va continuer, on va rester sur le film. On reste sur ouais, vous êtes partis, là ça y est. Hein. Non, alors juste pour étayer ce que je disais tout à l'heure, du coup, puis après je laisserai Steph terminer, mais avant que j'oublie mon idée. Il y a un moment, il y a une très belle idée qui est amorcée et qui n'est pas du tout exploitée, enfin moi je l'ai pas senti exploitée, qui est une espèce de recréation dans ce huis clos des États-Unis à cette époque-là, qui sont un pays complètement déchiré, voilà.
Et qui est symbolisé par la lettre de Lincoln. Voilà, hein, et j'ai vu ça, je me suis dit, parce que en fait c'est ça aussi moi mon problème avec Tarantino, c'est que c'est un mec qui cache ses cartes tout le temps. C'est-à-dire que moi c'est là aussi où je reste extérieur à son jeu, c'est que c'est un mec qui cache ses cartes, qui n'abat pas son jeu du tout, et il faut attendre que lui il abatte le machin et que tu restes comme ça extrêmement passif, ce qui moi ne m'aide pas non plus à m'impliquer émotionnellement, je pense, dans ces mais films. je pense quoi. que ça va. Et donc cette idée-là qui a amorcé au bout d'un moment, moi il me semble, est totalement abandonnée au cours de route pour peut-être rebondir sur cet aspect Body Snatchers. Je sais pas trop ça, il faudra peut-être effectivement le voir une seconde fois, même si personnellement je pense pas que j'aurai le courage de le voir une seconde fois, mais voilà quoi, ça fait partie des choses aussi qui m'ont un peu déçu. Stéphane. On reste sur Hateful Eight du coup. Oui, le truc que je voulais dire sur ça aussi, sur l'aspect Body Snatchers dont on parle, c'est que c'est un des rares cinéastes pour moi, Tarantino, qui est capable en fait de vraiment digérer sa pensée cinématographique dans la narration de son film. L'autre personne à laquelle je pense qu'il fait ça, encore une fois dans sa cinéphilie, c'est un mec comme Edgar Wright. Quand tu regardes The World's End par exemple, son idée c'est de faire un film de copains qui se bourrent la gueule, et il se dit mais quels sont les autres films où j'aime bien les mecs qui se bourrent la gueule, et en fait il va chercher le Drunken Kung Fu et il te fout du Drunken Kung Fu là-dedans, et sa logique en fait c'est lui qui l'a fait fonctionner à travers ça. Il n'y a aucune logique entre les deux trucs à part que c'est deux mecs qui se bourrent la gueule, mais lui il aime ça, donc il met ça dans son film. Là c'est un peu la même chose, sa façon de digérer toute sa cinéphilie et de se laisser son esprit partir, et en fait d'essayer de le rendre le plus cohérent possible. C'est pour ça que peut-être qu'il a bas ses cartes quand tu veux. Moi déjà, moi ce qui me plaît là-dedans, c'est que c'est un cinéaste il le dit lui-même en promo, il le dit, tu viens me voir, t'es à moi. Tu sais que ça fait 20 ans que je fais ce genre de film, tu viens me voir, t'es à moi, tu t'as payé ta place. Là on parle de gens qui payent leur place pour aller voir ce film avec plaisir, pas des journalistes qui se sentent qui ont envie de la proposition comme Julien, mais encore une fois j'ai envie de voir ces films, hein. Non, bien sûr, j'ai longtemps payé ma place pour aller voir Tarantino. Bien sûr. Mais le truc c'est qu'il dit t'es à moi, donc en fait moi ça me fait plaisir de me dire que c'est un cinéaste qui va dire je vais jouer jusqu'au maximum de ce que je peux faire pour te tenir. Je suis pas un grand fan d'Inglourious Basterds, mais par exemple je suis content de voir que ce soit dans Inglourious Basterds, que ce soit dans Django, que pour le coup j'aime beaucoup, que ce soit un des rares cinéastes qui fasse une vraie scène au ralenti, comme De Palma pouvait le faire il y a 25 ans ou 30 ans, qu'il n'y a plus personne qui fait ça. Il n'y a plus de mise en scène dans les films. Il n'y a que lui. Enfin, il n'y a plus de mise en scène dans les films. J'entends par là que l'espèce de façon de dilater. Non, mais cette espèce de façon de dilater les scènes, de faire des choses avec ces scènes-là. Ce que faisait Léon, lui, il le fait différemment. Parce que quand on parlait de la musique de Morricone et et l'image de Léon, c'est quand même deux choses qui se complètent totalement. Et je veux dire, n'importe quelle personne, y compris Tarantino, aussi talentueux soit-il, même s'il arrive très bien à utiliser certains morceaux dans Kill Bill, il se réapproprie une musique que tout le monde connaît à travers le cinéma de Léon. Donc mais c'est aussi sa grande force en fait, c'est cette capacité de se dire ce morceau-là va très bien avec cette scène-là, et je le match, et en fait les gens ils partent instantanément, ils se disent putain c'est vrai que ça marche. Et du coup en fait ça part, enfin je veux dire d'un seul coup ça devient la musique de Kill Bill au lieu de devenir la musique d'un autre film sur lequel Morricone a fait sa musique, quoi. C'est ça qui est intéressant. Hateful Eight, les 8 salopards, c'est au cinéma en ce moment, on l'a dit, puis la filmographie de Quentin Tarantino dont on devait parler mais on n'aura pas le temps, tant pis, vous avez tout explosé, tous nos timings, c'est pas grave, et bon, on la retrouve facilement en tout cas en DVD, VOD, puis même en Blu-ray, c'est incroyable. Allez, pour finir, c'est la tradition dans nos ciné, les recommandations de nos chroniqueurs, 2 petites minutes chacun pour convaincre, là ce sera plutôt 1 minute chacun, on reste dans l'esprit Tarantino et dérivés, nouveau western, etc. Stéphane. Moi j'ai vu une émission hier soir sur le net, qui est une émission de Hollywood Reporter, qui est une table ronde en fait avec tous les cinéastes plus ou moins prévus pour les Oscars. Donc t'as Tarantino en l'occurrence, David O. Russell, t'as Inarritu, Ridley Scott. C'est assez passionnant, même si j'aime pas tous les cinéastes qui sont à cette table. Mais je conseille ça pour ceux qui parlent anglais. Il y a un moment assez savoureux en fait, c'est que t'as le type qui anime la table ronde qui pose cette question, il dit mais si vous deviez garder l'essence du cinéma en fait en une scène, pour que par exemple en fait on la mette dans une capsule et que si la Terre est détruite les extraterrestres la retrouvent et disent ah ouais c'est d'accord c'était ça le cinéma on comprend, qu'est-ce que vous choisirez? Donc t'as je sais plus, c'est les choix des autres, je crois que t'as Ridley Scott qui parle de Muriel, et Tarantino dit moi je choisirais une scène de Police Story 3, le climax final. Et comme il y a que lui en fait pour proposer des trucs comme ça, et en même temps il le dit parce que c'est ça le cinéma, c'est-à-dire on peut faire des scènes à la entre guillemets Buster Keaton, de l'action pure physique, et en fait si c'est des aliens ils comprendront, même s'ils parlent pas anglais, même s'ils parlent pas chinois, même s'ils parlent pas, ils comprendront la scène, quoi qu'il arrive. Visuel, ouais. Voilà, c'est très visuel, et du coup et il y a que lui parce que je pense qu'il est vraiment comme ça, il aime vraiment sincèrement ça, pour proposer
Toy Story 3, quoi, qui est clairement pas le meilleur des 5, mais bref, même si c'est sympa. Je veux dire, mais voilà, c'est effectivement cette scène, elle te pose là aussi, quoi. David. Bah oui, moi un peu comme Stéphane, j'aime beaucoup en fait à chaque fois qu'un nouveau film de Tarantino sort, ce qui est bien, c'est qu'en plus il fait des tonnes d'émissions et d'interviews et donc il parle de cinéma, et donc à chaque fois il sort 30 films différents à découvrir, et c'est son amour communicatif du cinéma qui moi, me le rend le plus attachant. Il y a notamment, alors, ce que je conseille d'écouter, notamment, c'est le podcast de Bret Easton Ellis qu'il a reçu. Il le reçoit à peu près 1 heure. Ça commence par un rant de 25 minutes, peut-être 15 minutes de Bret Easton Ellis sur les Social Justice Warriors, qui est un peu relou, qui est discutable, mais bon, voilà. Mais ça permet d'entendre parler Tarantino, d'entendre d'ailleurs ces deux types discuter, et de voir notamment Tarantino raconter comment, à l'époque où il bossait dans son vidéoclub, sa manière de conseiller à ses clients les films d'Eric Romer, et la manière dont il en parle est extraordinaire. Et sinon j'ai un autre truc qui est pas une reco, c'est une commande. Moi, je suis obsédé par Tarantino, et une boîte qui s'appelle Beeline Creative a sorti des poupées qui parlent. À l'effigie des personnages de Pulp Fiction, et il y en a une qui est à l'effigie de Jimmy Dimmick, le rôle de Tarantino dans le film. Il est avec son peignoir, il est ridicule, ça coûte la peau du cul, ça se commande aux États-Unis. En plus, il y a des frais de port. Ça sort en avril, je crois. C'est peut-être même pas sorti. Si quelqu'un veut m'en envoyer une au tank, ça sera sympa. C'est noté, on nous mettra l'adresse. Julien, pour finir. Très très vite, parce que je crois qu'on a exposé le timing. Je te vois suer. On s'en fout, Julien. C'est la maladie, ça. Alors moi, comme j'aime pas Tarantino, je vais sortir un tout petit peu, mais ça a quand même un lien direct avec Les 8 salopards. J'ai conseillé un des films auxquels se réfèrent les 8 salopards, qui est peut-être un film pas très connu, parce que le western neigeux, c'est presque un sous-genre en soi. Et moi, il y a un film que j'aime particulièrement là-dedans, qui s'appelle Le Grand Silence, de Sergio Corbucci, qui, avec Sergio Solima et Sergio Leone, était le 3e grand Sergio du western italien. C'est un film très étonnant, très âpre, très dur, très violent, avec un Jean-Louis Trintignant formidable qui joue le rôle du Grand Silence, qui est une espèce de justicier mutique. Il n'a pas une seule parole et un seul dialogue de tout le film, et un Klaus Kinski sans mauvais jeu de mots, glaçant. Voilà. Merci, super musique. Évidemment, sinon c'est pas du western. Notre temps est écoulé. Merci à tous les trois. Merci à Jules à la technique, autant que public pour l'accueil. Tu arrêtes de parler, Stéphane. Maintenant, prochain de Ciné, c'est dans une semaine. On parlera de Creed, l'héritage de Rocky Balboa. D'ici là, vous nous retrouvez un peu partout sur le net, SoundCloud, iTunes, Deezer, YouTube, Facebook, Twitter. On s'appelle Nos Ciné à chaque fois. N'hésitez pas à réécouter nos précédentes émissions sur Star Wars, sur Subura, sur Crazy Amy, sur Le Pont des Espions, sur Spectre ou sur Mad Max. Et en attendant, on vous dit à la semaine prochaine. Salut à tous, c'est Jean Z. No Game, le podcast jeux vidéo, c'est tous les mercredis sur iTunes, SoundCloud, Deezer, YouTube, Facebook et Twitter. À la semaine prochaine.